À votre magazine CML chez vous, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais, Marley Vouvou. Avec lui, nous allons décrypter les différentes questions d'actualité de l'heure, notamment la gestion de la ville de Kinshasa sous Daniel Bumba, avancée ou recul, mais aussi on va parler justement du retour de la paix en RDC. Est-ce que ce retour d'une paix totale est-il encore fragile à ce jour? La résolution du Congrès américain pour appuyer justement l'accord de paix en RDC, le Rwanda, sera aussi analysé, justement le contenu de cette résolution sera analysé, décrypté sur ce plateau de CML chez vous, mais nous allons aussi ouvrir la brèche sur les revendications de rebelles à CM23 à Doha. Est-ce que leurs différentes revendications viennent contredire ou appuyer justement le dispositif de l'accord de Washington? Messieurs, dames, vous l'avez compris, c'est autour justement du retour de la paix, les différents accords, les différentes procédures, voulais-je dire. C'est autour de tout ça que nous allons réfléchir, analyser de façon pédagogique justement les différentes procédures. Je l'ai dit, pour en parler, c'est avec un plaisir que nous recevons pour vous, comme dans l'accoutumée, le président, le coordonnateur du MRC, Marley Vouvou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les membres et sympathisants. C'est tout cadre du mouvement des révolutionnaires congolais MRC en sigle. J'ai salué les coordonnateurs du Haut-Katanga, salué celui de Lualaba, à Louchoumenga ici dans le Kouilou, j'ai salué celui du Maïndombe, j'ai salué celui de Kisangani. Nous sommes en train de travailler. Le mouvement est très bien implanté. J'ai salué celui du Congo central, mais surtout celui de Matadi qui nous a accueillis pour la dernière fois. La semaine passée, j'ai salué tous les membres. Nous sommes ouverts à tout le monde. Celui qui veut adhérer peut venir se joindre à nous. Mais surtout, nous avons une activité, un meeting le 2 août ici, où nous allons dire, c'est dénommé meeting de vérité. Pourquoi le choix du 2 août? Le 2 août, c'est un jour historique pour le pays. C'est le 2 août que Mouzé avait rompu avec le roi, l'accord avec le Rwanda et l'Ouganda. Avant que les Jean-Pierre Bemba et les Mende nous ramènent les Ougandais et le Rwandais. Sinon, à partir du 2 août, il n'y avait aucun Rwandais, aucun Ougandais ici sur le territoire national. C'est dans notre pays. Le 2 août inaugure aussi la guerre de Kisanga, la guerre de séjour, le génocide congolais. Donc j'ai choisi cette date avec raison. Nous allons dire des choses, nous allons responsabiliser le vrai responsable et nous allons demander au peuple de se prendre en charge. Surtout, nous allons expliquer l'accord et vous allez bien à l'ingala pour tous les mamans, tout celui qui va participer d'apprendre connaissance, surtout que aujourd'hui, Madame Tania, le pays est vendu. Les États-Unis, c'est que le gouvernement ne dit pas, les États-Unis vont gérer le Congolais pendant 55 ans. Quand nous allons entrer en profondeur, nous allons bien décrypter. Très bien. Là, on commence avec la gestion de la vie de Kinshasa. On ne va pas tellement s'attarder là-dessus, mais nous allons quand même y revenir au regard justement on va dire, des réalités sur terrain. S'il faut aller dans ce sens-là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Bumba est en train de faire un travail accompli? Est-ce qu'il y a eu des avancées enregistrées sous Bumba ou non? Je vais commencer ma réponse comme Nikofa Imbikai. C'est l'IDPS qui gère le pays. Donc le président est de l'IDPS. Le ministre des Finances est de l'IDPS. Lui quand même, je peux l'exempter par rapport à ce qu'il fait déjà. Parce qu'il fait déjà bien son travail. La première ministre est de l'UDPS. Le ministre de l'Intérieur est de l'UDPS. Le gouverneur est de l'UDPS. Le ministre des Travaux publics des ITP est de l'UDPS. Le ministre des ITP au niveau provincial ici à Kinshasa est de l'UDPS. Qu'est-ce qui empêche encore l'UDPS de travailler dans le sens de nous faire avancer? Je peux épouser la thèse de Kabouya. Lorsque Kabouya avait dit l'UDPS empêche l'UDPS de bien faire son travail, de bien travailler, il a raison. Parce que la machine est totalement entre les mains de l'UDPS. Mais qu'est-ce qui empêche encore l'UDPS de travailler? Déjà, la gestion de Kinshasa pose problème parce que
l'exécutif provincial est dans l'incapacité de parler le même langage. J'ai des lettres ici, je vous lis la première lettre, où un ministre, le ministre provincial de l'Intérieur, interdit et met en garde le directeur du cabinet du gouverneur. Or, en principe administratif, le directeur du cabinet agit au nom et pour le compte de son chef. Donc, si le directeur du cabinet écrit une lettre, c'est au nom de son chef. Alors, l'intimider, c'est intimider le gouverneur. Est-ce que nous sommes gérés par des gens normaux? Qui est en train d'intimider le gouverneur? Écoute, nous sommes le 4 juillet 2025. Ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. D'ailleurs, la lettre est là avec accusé de réception. Transmis copie pour information à l'honorable président de l'Assemblée nationale. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le vice-gouverneur, bon, je vous épargne ça, à Monsieur le directeur des cabinets de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, concerne cadre de collaboration. Regarde ce que le ministre écrit. Monsieur le directeur des cabinets, il me revient de constater, malheureusement dans le cadre de collaboration avec les différentes institutions de la ville de Kinshasa, et c'est après plusieurs remarques verbales formulées à votre égard que vous continuez d'interférer sans notre implication au préalable en donnant des ordres aux services dépendants de mon secteur. La lettre continue. C'est pourquoi, afin de maintenir un climat apaisé dans le fonctionnement des affaires publiques de la ville de Kinshasa, je vous demande de mettre fin à cette façon de faire et d'éviter toute récidive. Votre collaboration avec les services cités devra être assurée par mon entremise. Et j'ose croire que la présente mettra une fois pour toutes fin à cette direction hybride pour éviter tout dysfonctionnement des institutions de la ville en vue d'assurer la bonne marche de nos différents services. La présente est vos derniers avertissements. Le cas échéant, vous regretterez tout récidive de votre part. Non, il dit au directeur des cabinets qu'il va regretter. Il oublie que le directeur des cabinets agit pour le compte et au nom de son chef. Regarde, comment une lettre d'intimidations peut contenir des intimidations? Regarde la suite. La présente vos derniers avertissements. Le cas échéant, vous regretterez tout récidive de votre part. Mais c'est de l'intimidation. C'est-à-dire qu'il a intimidé le gouverneur. Parce que le directeur des cabinets, toi, vous pouvez écrire une telle lettre à ton DG, soit à son directeur des cabinets. Il y a une manière polie administrativement pour asseoir le cadre d'échange. Ça veut dire ça. Mais j'ai encore une lettre, toujours contre le directeur des cabinets. Cette fois-là, c'est Jésus Noël Chèque. Je vais lire la dernière paragraphe pour éviter une longue lecture. Je me réserve les cas échéants le droit de saisir son excellence, monsieur le gouverneur, garant de bon fonctionnement de l'exécutif provincial, pour faire respecter la rigueur dans l'exercice des fonctions. Veuillez agréer. Mais avant ça, en conséquence, je considère votre courrier comme nul de plein droit, dans la forme et dans le fond. Et je vous demande de retirer cette précité et de vous abstenir à l'avenir de toute initiative relevant de compétences techniques ministérielles. Ça veut dire personne gère personne. Vous comprenez déjà. Personne ne gère personne. Il y a un désordre organisé au niveau de la ville. Mais de l'autre côté, Daniel Bumba dit que la ville n'a pas d'argent. Ok? On est d'accord, la ville n'a pas d'argent.
Daniel Bumba nous dit la seule taxe qui pouvait aider la ville à maximiser les recettes pour bien gérer la ville, c'est la taxe sur la consommation. Il prend par texte sur Gentini Ngobila que la taxe a été bradée. Oui, il y a un nantissement de cette taxe pour construire les grands marchés, que nous réclamons toujours parce que le nantissement est interdit par la loi. C'est une violation. Deux, le nantissement, la taxe dépasse largement le budget voulu pour construire les grands marchés. Et le grand marché ne répond pas à la taille du budget exécuté, sinon du projet présenté. Mais alors que la ville de Kinshasa n'a pas que ça comme taxe ou impôt. La ville de Kinshasa n'a pas que ça pour taxe ou impôt, comme taxe ou impôt. Parce que, en termes de taxes telles que classées, la taxe sur la consommation, c'est la plus grande taxe. Mais la ville a la vignette. La ville a l'impôt sur le revenu locatif. La ville a l'impôt foncier. La ville a l'impôt ou la taxe sur les affichages dans les panneaux publicitaires que vous voyez. C'est des millions de dollars ces panneaux publicitaires. La ville a des marchés urbains et des marchés municipaux. D'ailleurs, les marchés municipaux ne font plus partie, au regard de cet arrêté, les marchés municipaux aujourd'hui sont gérés par le gouvernement central au niveau de l'hôtel de ville. Ici, c'est l'arrêté signé par Israël Moutala, le directeur des cabinets de Daniel Bumba. Transformer le marché municipal au marché urbain. Ça veut dire les bougoumets, c'est tel que vous le voyez là. Ils n'ont plus rien comme recette. Les communes sont vidées. Déjà les taxes, les impôts reconnus, dits aux communes, reconnus dans la loi sur la loi sur les entités territoriales décentralisées, parce que les communes sont des entités territoriales décentralisées. Toutes ces taxes et impôts, déjà en violation de cette loi, déjà dans la ville. Vous comprenez? Donc les communes, marché. Et au jour d'aujourd'hui, Daniel Bumba a récupéré encore le marché. Dans les bougoumets, ce sont des étiquettes telles que vous le voyez là. Vous avez tout récupéré, taxes, patentes, le marché, mais la rétrocession ne se fait pas. Depuis que nous avons commencé l'année 2025, zéro rétrocession. Zéro. Bumba s'accapare de tout. Il est à la fois bourgmestre, il est à la fois gouverneur. J'ai lu des correspondances ici. Son directeur de cabinet se transforme en un tout puissant, cherchant à marcher sous le ministère. Le ministre, parce qu'il faut dire, le ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa est cousin au président de la République. Le ministre provincial de Kinshasa, M. Kabouya, il s'appelle Kabouya. Les cousins au président de la République. Il s'appelle Thierry Chitenga Kabouya. Je vous dis, est-ce que dire qu'il est de la famille Tshisekedi, c'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, mais c'est ce qu'il est. Mais il est vivant. Le plateau est là, il peut envoyer quelqu'un faire démentir. Je vous dis qu'il est cousin à Félix Tshisekedi. Donc la ville a tout récupéré. La ville a déboulonné les communes. Des bougoumets, ce sont des échantillons. Ils ne gagnent plus rien. Alors toutes ces recettes doivent effectivement faire avancer la ville. Parce que le marché que vous voyez là génère des recettes, des sommes énormes. Des millions et des millions. Et c'est journalier. Hein? C'est journalièrement que le maman paye. Concrètement, vous reprochez quoi au... Entre-temps, il y a une grande taxe ici dans cette ville. Qu'on peut mettre même au-dessus de la taxe sur la consommation, la patente payée par les motocyclistes, taximens, taxi et taxibus. Il suffit de bien faire des calculs, vous allez voir que la ville ici n'a pas raison. Il n'y a aucune raison que le gouvernement central puisse financer les travaux dans la ville de Kinshasa. Pendant ces temps, les députés provinciaux, et leurs émoluments dépendent du gouvernement central. Le frais de fonctionnement des assemblées provinciales de Kinshasa pose problème. Les agents de la ville ne sont pas payés. Lisez à moi déjà. Je vous ai dit, la rétrocession dit aux communes ne suit pas. Ne suit pas. Donc ça veut dire, maintenant il faut poser la question à Bumba, où vont toutes ces recettes? Je vous prends un cas. Il y a 3 millions de motos à Kinshasa. Je parle de motos taxi. Je ne parle pas de motos privées. 3 millions. 3 millions de motos. À un moment, à Kinshasa seulement. À Kinshasa. À un moment, le bourgmestre de la commune de Lancélé, Franck Mbo, avait suspendu cette taxe de sa juridiction. Pourquoi? Le prétexte est pris par Gentini Ngobila à l'époque pour instaurer cette taxe, c'était que le monteur paye pour qu'on construise
de parking. Ça fait 2 ans presque. Où sont les parkings? Ni Gentilly, ni Boumba, personne n'a construit les parkings et personne ne répond. Parce que le mobile, la motivation principale, c'était que le Wewa paye. On disait qu'ils créent trop de désordre, ils sont en train de stationner de n'importe quelle manière. Ils doivent contribuer à la création ou à la construction des parkings. Maman, ça fait 2 ans. Il n'y a aucune loi qui réglemente ces taxes. Il n'y a aucun arrêté qui fait asseoir ces taxes. Là où est logé cet argent, personne ne sait. Qui gère cet argent, personne ne sait. J'ai dit Ngobila comme gouverneur, Mbokosu comme ministre provincial du transport. Aujourd'hui, Daniel Boumba, gouverneur, Bob Amiso, ministre provincial. Je vous dis, il y a 3 millions de motos. Je veux un débat. Que le ministre provincial des Transports envoie quelqu'un, ou soit Boumba, ici débat. Je vais sortir les noms des associations de motocyclistes. Vous avez des preuves? J'ai des preuves, je vous dis. J'ai travaillé pendant 1 semaine pour obtenir ça. Je suis encore en train de travailler pour obtenir le nombre de taxis et taxibus dans la ville de Kinshasa. Parce que le taxi et taxibus payent 1000 francs chaque jour. J'ai fait Clémence à Boumba. Sur les 3 millions de motos qu'a la ville de Kinshasa, chaque moto paye 500 francs. Alors qu'en réalité, Boumba va dire qu'il y a des motos qui fonctionnent que la nuit. Il n'y a pas moyen de prendre. Il y a des motos qui ne sortent pas chaque jour. Il y a des motos qui tombent à panne. Ça veut dire que j'ai fait Clémence, je prends 1 million de motos. Donc j'ai fait Clémence à Boumba. J'ai élagué il faut tenir compte parce que les chiffres des motos qui ne sortent pas ou sont à panne, on ne sait pas connu. J'ai fait Clémence, j'ai dit c'est 2 millions. Sur les 3 millions, nous restons avec 1 million. Quand vous faites 500 francs multipliés par 1 million, ça fait 500 millions de francs congolais jour. Je me répète, si vous prenez 500 francs multiplié par 1 million de motos, ça fait 500 millions de francs congolais jour. Quand vous prenez ces chiffres dans les 500 millions, vous divisez avec les taux standards que nous avons, les 28, donc 2800. Quand vous prenez 500 millions divisé par 2800 pour les convertir en dollars, ça fait 178 millions 571 428 dollars chaque jour. Mobiliser chaque jour. Chaque jour, la mobilisation de chaque jour, c'est 178 millions 570. Rien qu'avec le motard. Je parle des motards. 571 428 dollars. Très bien. Une année à 365 jours. J'ai dit, je retire 65 jours parce qu'il y a des jours fériés. Je suis clément vis-à-vis de Boumba. Mais je prends 300 jours. Quand vous prenez 178 millions 571 428 dollars multiplié par 300 jours, ça fait 53 milliards 571 488 dollars 40 centimes. Que le gouvernement mobilise annuellement. Mais comment le même gouvernement, tous les travaux qui sont en train d'exécuter ici est financé par le gouvernement central? Maintenant, si c'est financé par le gouvernement central, Boumba s'est donné les leaks. Une province qui mobilise ça, rien que par le oué ou les motards. J'ai mis les impôts et taxes dits à la province à l'écart. Tout ce que Boumba a récupéré des communes, je mets à l'écart. Je prends que ça. Même s'il faut construire des parkings, journalièrement, une seule recette, vous construisez tous ces parkings. Et le reste qui continue là. Et c'est là, je vous dis, ça fait 2 ans et 2 mois. C'est depuis Gentilly Ngobi. Regarde l'argent qui est en train d'être pillé chaque jour. Soustrait dans le poche des Quinois et Quinoises. Le travail que je fais aujourd'hui avec les associations qui gèrent les taximens, les taxis et taxibis, nous sommes arrivés déjà à 50 000 voitures, donc taxis et taxibis à Kinshasa. C'est trop. Je vous dis. Quand vous prenez... Sur quelle artère? Je travaille avec des associations, la SECO et d'autres associations. Je prends les chiffres des nombres de chauffeurs qui sont gérés et des taxis et taxis qui sont gérés par la SECO. Je prends dans l'autre association. Quand je compile là où nous sommes déjà, on nous parle de 50 000.
Mais si je fais Clémence à Boumba parce qu'il y a des véhicules qui tombent pas en panne, il y a des véhicules qui sortent, qui fonctionnent que la nuit. Mais je prends 40 000. 1000 francs par 40 000, ça fait 40 millions de francs. Quand vous prenez 40 millions de francs, divisé par 2800, ça fait 14 255 714 $ jour. Quand vous divisez par 300 jours, ça fait 4 285 714 285 $. Boumba s'est endetté auprès de la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars pour faire des travaux, pour exécuter des travaux. Pendant que cet argent, c'est journalier ici. Parce que quand vous prenez les 14 millions journaliers de taxis et taxibus, vous faites des calculs plus de 178 millions. C'est au-delà de ce que Boumba est allé prendre comme crédit, comme dette à la Banque mondiale. On les mobilise journalièrement. Est-ce qu'il est de bonne foi? Il faut suivre comment c'est affecté tous ces... C'est à Boumba de nous dire comment c'est affecté. C'est ça la question, c'est ça la redevabilité. Comment ça fait 2 ans et demi, on nous prend ça, personne ne nous rend compte. Et Boumba utilise la mentalité bakinois. La mentalité bakinois. Ah, 5 ça faisait l'autorité. Tu vois, Kinois ne fait pas les calculs sur le nombre de gens qui payent. Pour un Kinois, on a 500 francs, on a 200 francs. Mais quand vous faites des calculs, c'est des grosses sommes. Et que les gens se distribuent au détriment des Kinois. Boumba a reçu 42 millions. Ils ont dispatché ces 42 millions entre lui, le DG de l'OVD et celui de l'Office de route. Non, comment ils ont dispatché l'argent entre eux? Non, ils ont dispatché parce qu'ils ont aussi dispatché les acteurs à réhabiliter ou à construire. L'OVD a des acteurs à construire, voilà. L'Office de route a des acteurs à construire, la ville a des acteurs à construire. Ils viennent encore de réceptionner les 41 millions. Avant, ils avaient reçu 30 millions. Après, ils ont reçu 42 millions. Ils ont encore reçu 41 millions. Mais quand ils font des descentes, chacun à ce qui les concerne, ils nous présentent le même route. Suivez les vidéos présentées par les DG de l'OVD. Les mêmes routes construites par qui alors finalement? Alors, mais justement, suivez la vidéo. Suivez la vidéo des descentes de Boumba. Suivez la vidéo des descentes des DG de l'OVD. Vous allez voir le même acteur présenté comme exécuté par l'OVD. Boumba présente exécuté comme par des sociétés recrutées par lui. L'office de route présente le même route. Alors, où sont les routes qui sont censées être exécutées ou construites par l'hôtel de ville? Où sont les routes que l'OVD devait construire? Parce que les fonds ont été affectés. Parce que les fonds ont été affectés. On nous montre les routes comme ça, on saura suivre qui a fait quoi, qui a construit, comment l'argent a été utilisé, comment. Le DG de l'OVD que vous voyez là, il a déjà un problème que personne tire en tension. Le DG de l'OVD, ensemble avec Guissaro, nous ont pris 70 millions. Projet Tilingelo, 32 millions. Projet Kinshasa Zéro Tour, 38 millions de dollars. Un député avait tenté d'interpeller Guissaro. L'Assemblée nationale a protégé Guissaro. Les profs, Joly avait pris même le leaks d'aller expliquer au Top Congo que le ministre est malade. Je dis jamais vu. Et depuis qu'il s'était guéri, toute une session s'est épuisée devant nous. Personne n'a interpellé Guissaro sur les 70 millions. Ni les DG de l'OVD. La session de septembre approche. Approche, mais c'est la session de mars. Je parle de la session du mois de mars. Est-ce que le ministre était toujours malade? Il était hospitalisé où? Ça, c'est très grave. Mais de l'autre côté, ça, je vous ai montré comment est-ce que Boumba. Alors, comment est-ce que vous pouvez me demander de soutenir Daniel Boumba? Les routes posent problème. Il se distribue l'argent de l'État. Comment Kinshasa est Bonga? J'ai demandé à Boumba. L'autre fois, avant-dernière émission, avant que je puisse voyager dans le passé, dans un passé récent ici, vous m'avez posé la question sur le curage des caniveaux et des rivières. Je vous avais dit, s'il plaît, il y aura inondation. Est-ce qu'après la pluie, on n'était pas inondé? J'avais dit ici, sur ton plateau. Parce que... Il y a encore des inondations alors que la pluie... mais justement, parce que le problème est ailleurs. Il ne faut pas... Boumba est malin. Il nous amène dans un débat hybride. Il prend les inondations,
il associe avec la construction de routes, il associe avec la construction des constructions anarchiques, il associe avec ceux qui ont construit autour des chemins de fer. Mais c'est parce que c'est tout ça là qui Je vais vous dire, qui vend des maisons dans des zones destinées à non lotis, qui ne pouvaient pas être lotis. Qui vend? Parce que ce que les gens ne savent pas, quand vous construisez votre immeuble, les R3, donc de 3 niveaux, les maisons à 3 niveaux, les documents sont délivrés par l'hôtel de ville. Les documents à partir de 3 au-delà, à l'au-delà, au niveau, les documents sont délivrés par le gouvernement provincial. L'État donne des numéros de cadastral à des parcelles achetées dans des sites que l'État ne pouvait pas vendre. L'État octroie des livres de permis de construire. Parce que pour avoir un permis de construire ou un numéro de cadastral, les inspecteurs de chaque secteur, chacun à ce qui les concerne, sont obligés de faire une descente. Voir si vous avez acheté là où vous devez réellement acheter, ou vous avez acheté là où on ne peut pas acheter ni construire. Mais comment est-ce que les permis de construire sont délivrés? Comment est-ce que les numéros cadastrales sont distribués? Simplement parce que, comme on paye par niveau pour obtenir, si vous construisez un immeuble à 3 niveaux, vous payez par chaque niveau. Vous payez par niveau. Donc, ces gens-là se contactent à avoir de l'argent que de protéger les citoyens. Et ils savent que là où ils ont donné les numéros cadastrales, le permis, c'est une zone à ne pas construire, à ne pas lotir. À un moment, ils vont démolir. Faites un constat. Toutes les zones démolies dans le passé ont été reconstruites. Devant qui? Devant le même l'État. Est-ce que l'État est vivant? Mais un jour, le même l'État va se réveiller de son long sommeil pour venir démolir. Alors l'État est escroc. L'État congolais, c'est un État escroc. Ce sont des acteurs qui changent. Mais avec le même pratique, c'est ça. Avec le même pratique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, oui. Mais pourquoi il faut faire la même chose? Pourquoi il faut faire la même chose? Il faut une interpellation au niveau de l'Assemblée provinciale. Justement, mais qui va interpeller Daniel Bumba? Je vais vous surprendre, je vais vous dire que la ville de Kinshasa n'a pas de fourrière. Toute le fourrière que vous voyez ici, les véhicules de la police, vous voyez prendre les véhicules d'autrui, les camions ici. C'est pour la ville? Qui vous a dit ça? Allez interviewer Daniel Bumba si je mens. La ville n'a pas de fourrière. Ce sont des fourrières des dignitaires. Je vous dis, il y a des dignitaires qui ont travaillé avec Kabila qui ont des fourrières. Ceux qui ont géré pendant le premier mandat avec Tshisekedi ont des fourrières dans leurs parcelles, dans leurs concessions ici. Il y a ceux qui sont, sont ici avec Tshisekedi dans le second mandat ont des fourrières. Les gros camions qui remorquent de véhicules ici appartiennent aux Indiens et aux Indo-Pakistanais. Sauf à la ville. D'abord, la ville n'a pas de fourrière. Pour acheter des remorques, il faut avoir déjà votre fourrière. Mais la ville n'a d'abord pas de fourrière. Mais les Kinois payent de 300 000 si le véhicule est remorqué, de 400 000. Qui perçoivent cet argent? Comment est géré cet argent? Daniel Bumba doit nous dire. Vous comprenez que la ville a beaucoup d'argent, mais il y a une gestion opaque, une gestion non orthodoxe au sommet, et ce qui fait que ça donne l'impression comme si la ville est pauvre. Il faut aller s'endetter. Vous comprenez que la ville a l'argent, mais la ville mobilise par jour au-delà de 200 millions. Mais cette ville est allée s'endetter auprès de la Banque mondiale à 200 millions de dollars. Mais je vais vous demander quelque chose. Je vous ai j'avais l'autre fois dit ici que l'UDPS n'aime pas l'UDPS. Vous m'avez dit que j'étais en train de mentir. L'UDPS n'a aucun conseiller municipal. Aucun conseiller municipal. Parce que l'UDPS avait minimisé ses élections. Ceux qui ont des conseillers communaux sont des partis membres de l'Union sacrée, mais pas l'UDPS. Alors que chaque parti doit concourir pour avoir le pouvoir et garder ce pouvoir le plus longtemps possible. Mais Jacquemin Chabani qui est de l'UDPS, il sait que l'UDPS n'a pas de conseillers communaux
Mais il demande à la CENI d'organiser les élections du bourgmestre et le maire de ville. Vous comprenez? En sachant que si ces élections sont organisées, l'IDPS n'aura aucun gouverneur. Bourgmestre, pardon. Or, au jour d'aujourd'hui, l'IDPS a 17 bourgmestres à Kinshasa. Je pense simplement la ville de Kinshasa sur le 24. Donc je prends le vice et le titulaire. L'IDPS a 17. Alors que l'IDPS va perdre la même mise à partir de la base si ces élections sont organisées. Mais on va laisser place à la méritocratie. Mais attends. Le processus actuel a été déjà bouclé. Lorsque la CENI avait publié une nouvelle feuille de route pour 2028, ça veut dire que ce processus était fini. La CENI était tournée vers 2028. Comment on peut encore revenir? Parce que le fichier là n'est plus le fichier normal. Malgré que les élections des bourgmestres, les bourgmestres sont élus au 5e degré par les grands électeurs, les conseillers communaux. La CENI sait qu'il avait déjà bouclé le processus de 2023, mais il accepte quand même qu'il va organiser ces élections qui fait partie d'un processus déjà bouclé. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. D'abord, le processus a été bouclé. La CENI devait déjà déposer son rapport au niveau de l'Assemblée nationale pour voir comment trouver des moyens budgétaires afin de financer le processus de 2028. Maintenant, la CENI accepte, c'est-à-dire la CENI trouve dans ça un coup pour avoir encore l'argent. Regarde ce qu'ils ont écrit. À son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, concerne accusé de réception. Organisation imminente des élections de bourgmestre, bourgmestre adjoint, conseiller urbain et maire de ville. J'ai l'honneur d'acquiser bonne réception de votre lettre référencée 19 juin 2025 relatif à l'organisation imminente des élections de bourgmestre et bourgmestre adjoint, tout ça. Y faisant suite, j'ai l'avantage de vous informer que la commission électorale indépendante est pleinement mobilisée et s'emploie activement à élaborer un nouveau calendrier. Écoute, ça veut dire que le calendrier global publié était déjà dépassé. Parce que le procès était fini. Mais pourquoi la CENI va encore trouver les moyens pour élaborer un nouveau calendrier, publier, chercher à faire des cartographies pour un processus déjà fini? Un nouveau calendrier réaménagé. Vous attendez. Pour l'organisation des scrutins, si mentionné, ce calendrier sera rendu public dans les meilleurs délais. Par ailleurs, et par la même occasion, le budget relatif à l'organisation de ces élections est également en cours d'élaboration et sera transmis au ministère sectoriel concerné. Alors que la CENI, dans le calendrier passé, la CENI avait déjà publié son plan budgétaire pour organiser ces élections. Le gouvernement avait dit qu'il n'y a pas l'argent et surtout que nous sommes en période de guerre, on mobilise plus pour la paix que pour ces élections. Alors que la guerre est toujours là. Comment le même gouvernement va financer? Non, mais il y a des processus d'épée maintenant. Donc je crois que la paix. Vous comprenez que nous sommes très malchanceux. Non, on ne faudrait pas dire ça, malchanceux. Nous sommes très malchanceux. C'est beaucoup de ces gens nous font vomir par la poitrine chaque jour. Ils n'arrivent pas à dire... Mais tout à l'heure, vous n'avez pas voulu croire, vous n'avez pas fait fi justement à l'interpellation du gouverneur. Vous ne voyez pas cela possible, capable? Ça peut toujours arriver. Ça va se faire avec qui? Avec le député qui vont émaner chaque jour chez Bumba. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Marie. Les députés voyagent ici avec leurs femmes, enfants en Europe. Financement. C'est la ville avec Bumba. Pendant que tout est repris dans le frais de fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Et dans les rubriques voyages, il y a des voyages sérieux. On parle de santé, on parle de... Mais, il y a des voyages sérieux, des voyages... Mais voyage sérieux, ça dit, quand un député tombe malade, il veut aller se faire soigner à l'extérieur, on autorise l'Assemblée de bourse. Mais ici, un député qui n'est pas malade, il prend son enfant, sa femme, Bumba sort l'argent, la ville... Donc, déjà, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale finance ses voyages, mais ces députés vont encore... Outre les financements réussis au niveau de l'Assemblée provinciale, racketter l'Assemblée, le gouverneur. Et le gouverneur, sachant que il y a trop d'épines sur son chemin, au regard des taxes, des montants soulevés ici,
Il a peur d'être interpellé, il donne. Non, ça c'est... Il sait s'il donne... Il sait s'il donne pas, les députés vont se lever contre lui. Parce qu'il sait que... Mais il sait que c'est illégal. Parce que ça, c'est repris dans le frais de fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Boumba, il donne comme tant que qui. Si ce n'est pas de la corruption morale, il donne tant que qui. Non, le régime Tshisekedi dit lutter contre la corruption, donc... Mais quand nous allons parler des traités et accords, vous allez comprendre que on entre le dans monde sait que c'est un gouvernement, c'est un régime de corrompus. On entre directement sans plus perdre du temps. Là où nous étions sur... on a évoqué justement la gestion de la ville de Kinshasa sous Daniel Bumba, qui a justement succédé à Jean-Sini Ngobila. Cette fois-ci, nous allons prendre les accords. On va décrypter de façon pédagogique, mais on va commencer par cette grande question qui va justement ouvrir le débat. La question, elle est celle de savoir si la paix en RDC sera effective au regard de tous les accords jusque-là signés. Dans 2 semaines, le président américain a fait savoir que le président congolais Félix Tshisekedi ainsi que son homologue rwandais Paul Kagame seront à Washington pour apposer leur signature également sur cet accord final justement qui a été concrétisé sous l'égide de Trump. Alors, face à cette situation, est-ce que les projecteurs tournent déjà vers le retour d'une paix? Madame, laissez-moi vous dire, déjà faire foi à Donald Trump, il faut être un homme anormal. L'identité du médiateur est mise en cause. Trump, c'est un affairiste. Il est entouré que des multinationales. Les Bezos, les Mark Zuckerberg. Tu vois un président qui vous dit que lui, il va acheter bientôt le réseau social TikTok. C'est-à-dire, il est dans le monde des affaires. François Hollande avait dit quelque chose. Quand vous discutez avec Trump, il vous pose la question d'abord. Moi, Trump, pas les États-Unis, je gagne quoi? Quel est mon intérêt? Dans la même logique, Trump a humilié Zelensky devant le monde entier. Savez-vous, c'était pourquoi? C'était pour contrôler les terres rares ukrainiennes. Alors que le terre rare ukrainien représentait à l'époque 27 000 milliards d'euros. Ok? Je ne dis pas 27 milliards, je dis 27 000 milliards. Mais la majorité de ces terres rares étaient entre les mains de Russes, dans des zones occupées par les Russes. Mais Trump a préféré dans les 30% qui restaient entre les mains de Zelensky, de pousser Zelensky à lui donner 60% de ces 30%. En promettant à Zelensky qu'il va mettre fin, même par un simple coup de téléphone, à la guerre. Depuis qu'il a signé cet accord, il contrôle maintenant 60% des terres rares ukrainiennes. Du reste, c'est ce qui est entre les mains de Zelensky. La guerre a pris fin. Il a déjà mis fin à cette guerre par téléphone. Trump a perdu son téléphone. Trump est dans l'escroquerie. Et d'ailleurs, qu'on nous cite un seul pays au monde où les États-Unis est passé et la paix durable et stabilité était revenue. Afghanistan, Yémen, Moyen-Orient en général. Trump développe une politique de terres brûlées pour contrôler. Aujourd'hui, il appuie l'Israël de s'attaquer à Hamas pour contrôler le gaz palestinien. Il a accepté Donald Trump et l'OTAN de placer une personne qui la tête était mise en prix. C'est lui l'actuel homme fort de la Syrie. Rien que pour contrôler le pétrole, le gaz syrien. Et aujourd'hui, on nous amène dans le même schéma pour que la même personne contrôle nos terres rares. Première question. Où se trouve le minerai rare qu'a le Congo? D'abord, on devait évaluer. Pour les Ukrainiens, on vous dit clairement, leurs terres rares représentent 27 000 milliards d'euros. Les terres rares congolais représentent combien en termes de dollars?
Même celui qui est allé signer, est-ce qu'elle sait combien représente nos terrains? C'est parce que l'accord, c'est pas d'abord les bradages de minerais. L'accord est sécuritaire en même temps commercial. Là, il y aura ça. On va parler un autre accord. Comme non, la ministre, il y aura un accord. Il y aura cet aspect économique. Il y aura un accord qui va accompagner cet accord. Sinon, qu'ils nous disent les États-Unis gagnent quoi dans cet accord? Pourquoi les États-Unis qui n'ont rien à gagner, mais il fait pression pour que même cet accord soit ratifié le plus vite que possible? C'est le pays médiateur. En relations internationales, les États n'ont pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Mais là, il joue le rôle d'un médiateur. Mais c'est quoi son intérêt? Le retour de la paix. La paix, un savant congolais, un professeur des universités a dit, un pays blessé ne guérit pas ses plaies par de relations diplomatiques. Ça fera d'élu prix Nobel de la paix, et déjà que les présidents ont promis de voter pour lui. Donc le président a abandonné sa mission, il doit démissionner. Non, mais Trump, il a dit si Donald Trump ramenait la paix au Congo. Donc la mission de nous sécuriser, de nous mettre en paix, la quiétude et la tranquillité. La quiétude et la tranquillité n'est pas une mission que la constitution congolaise confie à Donald Trump. C'est une mission que la constitution, que le peuple a confiée à Tshisekedi. Comment Tshisekedi peut nous dire que si Trump nous ramenait la paix? Donc lui, il est incapable de nous ramener la paix, c'est ça. C'est l'aveu, c'est un aveu de l'échec. C'est une question de préparation. Quelle préparation? Militairement, madame, cette même armée avait défait le M23. Une armée infiltrée. Combien d'infiltrés déjà arrêtés? C'est un langage de faible. Tu sais que c'est un faible. Vous vouliez quoi? Continuer à voir les vies à même des sols? L'État est le Léviathan. Mais l'État congolais n'est plus le Léviathan. Savez-vous pourquoi? Parce que le régime a déboulonné l'État jusqu'aux dernières racines. L'État ne va pas être Léviathan si ces leviers sont déboulonnés. Par exemple, la sécurité, la défense. On a besoin de moyens pour que ces caractères Léviathan soient réels et effectifs. Alors que les moyens sont détournés devant nous chaque jour. Nous avons parlé des chiffres ici. Comment dans 5 ans, un gouvernement peut détourner plus de 12 à 13 milliards de dollars? Alors, c'est l'accord qui remplace l'armée congolaise ou l'armée congolaise est absente? Non, l'armée, elle est là. Mais, ça veut dire, l'article 187 de la Constitution est clair. L'armée est là pour sécuriser le territoire, veiller à l'intégrité du territoire. Tu sais qu'il s'est écarté de cette mission et c'est la mission principale. Donc s'il est lui-même, il a de la fierté pour lui-même, il devait démissionner. Malheureusement, il est ce qu'il veut être. Comment ça, il s'en est écarté? Est-ce que l'accord prend en compte également les Mobondo? Donc on va dire que les FARDC seront toujours là pour justement sécuriser. Si l'accord, quelqu'un m'a dit que nous sommes maintenant un État fort. Madame, un État fort, incapable de neutraliser les bandits urbains, les colons. Des groupes skills, hein? Un État fort, incapable de neutraliser les Mobondo. Un groupe sans coordination, sans commandement. 3 ans d'Iran. C'est quoi ces caractères forts il y a à l'État congolais? L'accord ici cristallise la thèse de l'externalisation de la République. Non. La République a été sous-traitée par ces gens avec une gestion kakistocratique, une gestion délarie. Nous lisons l'accord, mais avant de lire l'accord, nous commençons d'abord, parce que l'accord était signé avant. Mais regarde ce qu'il dit. La résolution du Parlement américain, non, des chambres de réponse, du Congrès américain, la résolution 559. Je prends le point tel qu'est énuméré. Vous l'avez imprimé? Je l'ai imprimé. Ça, c'est la résolution du Congrès américain. C'est après l'accord. Par conséquent, la Chambre des représentants dit 1. Reconnaît le besoin urgent de paix
de stabilité et de réconciliation en RDC et soutient les efforts diplomatiques, économiques et humanitaires en ce sens. 2. Reconnaît l'utilité d'un dialogue national inclusif, dirigé et facilité par la CENCO et l'ECC. Donc, ceux qui pensent qu'il y aura un dialogue format voulu par Tshisekedi et ses hommes, ils se trompent. Le monde sait. Mais Tshisekedi veut quel format? Le format tel qu'il avait demandé à Ebéron. Okay. Le monde sait. Le pays sur qui Tshisekedi fait foi lui dit ce dialogue ne peut être organisé que sous la facilitation et médiation de l'ECC et de la CENCO, impliquant tous les acteurs de la société civile, donc sans exception. Les confessions religieuses, le parti politique. Mais Kaïkouaba avait dit que Kabila ne peut pas être là. Pas ceux qui ont pris les armes contre la République. Le parti politique, Kabila n'est pas chef d'un parti politique, il est. Et les groupes armés. Mais on n'a pas encore levé... Allez-y. Moi, je vous lis. Quand tu sais qu'il disait ici, tu reçois la bangote, na doa sur la banane. On lui demande de continuer la même chose, mais cette fois-ci entre Congolais, ici à l'interne. Et les groupes armés pour promouvoir la cohésion sociale, l'unité nationale et le principe de bonne gouvernance. 3. La Chambre des représentants appelle à une résolution pacifique des tensions entre la RDC et le Rwanda et encourage tous les acteurs régionaux à participer au dialogue africain tel que le processus de Luanda et de Nairobi. 4. La Chambre des représentants demande la cessation de tout soutien étatique aux groupes armés, avec toi également. Aux groupes armés non étatiques. Quels sont les groupes armés non étatiques? Mamatanya, le Wazalendo et le Maïmaï. Donc, la Chambre des représentants demande à Tshisekedi d'abandonner le Wazalendo. C'est ça le sens des groupes armés non étatiques. On dit, demande la cessation de tout soutien étatique aux groupes armés non étatiques. Or, Tshisekedi s'était permis de nommer les gens pour organiser les multiples groupes de Wazalendo. Mais ici, on lui demande de cesser. Et le respect de la constitution de la RDC, des principes démocratiques, des droits humains, ainsi que la fin de poursuites arbitraires, de détention et refus des documents officiels comme le passeport à l'égard des opposants et des citoyens. Cela veut dire quoi, Mama Tania? Cela veut dire que le monde sait que les opposants sont maltraités. Le monde sait que les citoyens sont maltraités. Sauf qu'Aboul, il y a un sien, y compris Tshisekedi, qui n'arrive pas à comprendre. Katumbi réclamait son passeport ici. Il n'y a même pas. Ça fait 17 mois qu'on refuse à Katumbi le renouvellement de son passeport. Alors qu'en réalité, Katumbi ne cherche pas à renouveler son passeport. Katumbi cherche à avoir un nouveau passeport. Pourquoi? Le passeport congolais, c'est l'unique passeport avec peu de pages. Or, Katumbi est tout le temps en mouvement. S'il trouve que son passeport, il ne reste que 2 ou 3 pages, il a le droit comme citoyen de renouveler, de trouver un nouveau passeport. N'oublie pas, en dehors d'être politique, Katumbi c'est un opérateur économique. Il est tout droit, il a des entreprises jusqu'aux États-Unis, en Grèce. Il a besoin d'avoir toujours, à tout moment, son passeport, les documents pour lui permettre... Bon. Donc, c'est Tshisekedi qui n'arrive pas à comprendre. Le point 5 dit ceci. Appelle le gouvernement de la RDC à lutter contre la corruption systémique. Ça veut dire les États-Unis, le Parlement, le parlementaire américain, sait que ici la corruption est érigée à un système. Nous n'évoluons pas à vase clos. Nous sommes un État du monde comme tous les autres États. Et aujourd'hui, le monde, c'est un seul village. Donc, nous vivons dans le même village là. Et ils vont plus loin pour parler d'une gouvernance. Mais justement, appelle le gouvernement de la RDC à lutter contre la corruption systémique, à mettre en œuvre une gouvernance transparente et responsable.
Ça dit, il y a une gouvernance ici irresponsable. Et non... et à faire respecter les limites des mandats prévus par la Constitution. Ça veut dire ici, le monde entier sait qu'il y a une gouvernance irresponsable. Que la corruption, le détournement est érigé à un système. Ça, ce sont des conditions pour la bonne marche et l'application de l'accord. Si tu sais qu'elle ne les respecte pas, prenez ça pour dire l'accord ne sera pas respecté. Et le monde, les États-Unis dit, parce qu'en réalité, tu sais que tu veux quoi? Tu sais que tu veux appeler à un dialogue en 2027, soit au début 2028, pour lui permettre de glisser et de préparer sa sortie. Mais il y a déjà un débat de ceux de l'Union sacrée qui disent que le président n'a fait qu'un mandat. Mais justement, ils pensent qu'ils les disent qu'à nous, on le monde suit. On leur demande le respect des limites des mandats prévus par la Constitution. Donc deux mandats. C'est fini. Donc, il n'y aura pas après 2028. Pas de troisième. Malheur à ceux qui rêvent, il n'y aura pas d'après 2028. Et les députés, peut avoir les glissements. Les sénateurs et députés des États-Unis savent que Tshisekedi ne veut pas, il a besoin de ces dialogues, mais il ne veut pas l'organiser aujourd'hui. Il va appeler à ces dialogues pour lui permettre de glisser. Alors, la Chambre des représentants américains anticipe le raisonnement de Tshisekedi. Et d'ailleurs, quand on demande au gouvernement de lutter contre la corruption systémique, vous avez vu une plainte être déposée contre la famille Tshisekedi et Tshisekedi lui-même à Bruxelles. La gestion de minerais. Mais c'est ça la corruption systémique et la gestion opaque. C'est pourquoi la Chambre des représentants appelle l'État congolais à une gouvernance transparente et responsable. Ça veut dire d'abord, c'est par la corruption et une gouvernance irresponsable que nous sommes arrivés là, que le chef de l'État et sa famille sont arrivés où? Mais au niveau où on peut porter la famille du président, y compris lui-même, une plainte. C'est le sommet quand même de l'État. Et savez-vous pourquoi la plainte a été déposée à Bruxelles? Parce qu'ils veulent nuire à la famille, tu sais qui, de la famille présidentielle. Non! Non. Parce que il y a une bonne administration de la justice. Deux, parce que la majorité des gens concernés par cette plainte, à un moment de leur vie, ils ont vécu en Belgique. Ils ont la nationalité belge et ils ont l'air bien là-bas. Ils font des affaires là-bas. Donc, vous avez compris, le point 6 dit, soutient la mise à... Vous avez dit que l'accord n'est pas commercial, mais regarde ce que dit le point 6. La Chambre des représentants soutient la mise en place d'accords commerciaux sur le minerai et stratégique. Le minerai, c'est-à-dire le terrain. C'est parce que j'ai dit, il y a cet accord de paix et mais justement, économique. C'est réprimé, mais si je vais te montrer, il y a le volet économique dans l'accord. Oui. Mais c'est pas d'abord entre les États-Unis et la RDC pour promouvoir les intérêts économiques et de sécurité nationale. 7. Encourage le renforcement des traçabilités des chaînes d'approvisionnement. Ça dit notre chaîne d'approvisionnement n'est pas traçable. Ça dit nos minéraux sortent et entrent, sont vendus sans que cela soit tracé. Sans traçabilité. Et l'application de la diligence raisonnable au niveau local et international concernant le minerai des conflits. Est-ce que les minéraux sont en conflit? Mais l'exploitation illicite, c'est ce qui crée le conflit. Ça, c'est la gouvernance et l'absence de l'autorité de l'État. Et appuie le réforme du secteur minier pour lutter contre la corruption et le financement illicite. Pendant que les États... L'accord avec le Rwanda pour l'intégration. Les États-Unis nous demandent de revoir le code minier. Savez-vous pourquoi? Parce que Kabila avait coincé le monde entier. C'est pourquoi les Américains et les Occidentaux n'aiment pas Kabila. La dernière réforme du code minier congolais, qui a imposé des exigences graves contre les Occidentaux, les investisseurs, mais à l'avantage des Congolais. Que Tshisekedi devait ouvrir. Des Congolais et des Asiatiques.
Tshisekedi veut ouvrir pour l'intérêt des États-Unis. C'est ça la recommandation. 9e recommandation, encourage l'utilisation des sanctions économiques ciblées. Et non, 8e d'abord, le président des États-Unis a sanctionné les acteurs corrompus et les groupes armés, notamment la Chambre exhorte le président des États-Unis à sanctionner les acteurs corrompus. Ça dit, tous ces gens corrompus ici. Ils auraient parlé notamment de l'AFCM 23 également. Oui, mais justement, tous ces gens corrompus, ils seront sanctionnés par les États-Unis. Vous voyez que Tshisekedi est allé se livrer, lui et son entourage. Oh, comment ça? Mais ils vont te sanctionner, qui gère ici? Qui gère? Quand la Chambre appelle à une gestion responsable, c'est pas les présidents, c'est chaque personne a sa responsabilité. Le président est le chef de l'exécutif. Notre exécutif est bicéphale. Ce qui fait que c'est le président qui convoque et préside le conseil des ministres. Les sanctions, notamment le procès Moutouba et tout, ça veut dire il est responsable. Attends, madame. Ça veut dire que il est responsable. Il n'a pas la mainmise. Il est responsable. Le président est responsable comme chef de l'exécutif. Et les groupes armés, notamment les M23, les FDLR et les ADF, pour leurs atrocités, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 9. Encourage l'utilisation. Mais là, ça ne vient pas un peu créer un couac avec le processus de Doha? Mais c'est ce que nous sommes. Ça veut dire ici, il n'y a rien qui est clair sur le Congo. Ouais. On nous a basculé, parce que nous avons envoyé une certaine Kaikwaba. On me dit qu'il s'appelle Wagner. D'abord. Oh, mais c'est son nom, pourquoi vous... Mais son nom ne fait pas partie... Elle est Wagner Kaikwaba. Son nom ne fait pas partie du patrimoine culturel congolais, parce que le code de la famille est clair là-dessus. Le nom des Congolais doit être épuisé dans le patrimoine culturel congolais. Kabila Kabange fait partie du patrimoine culturel congolais. Mais elle y est allée comme ministre des Affaires étrangères. Mais laisse-moi vous dire que Moïse Katumbi Chapwe fait partie du patrimoine culturel congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait partie du patrimoine culturel congolais. Kaikwaba Wagner. Wagner. Vous êtes en train de massacrer la ministre. Wagner. Kaikwaba Wagner. Ce nom Wagner, c'est un nom allemand. Parce qu'elle est 50 Allemands, 50 Congolais. Cette dame a vécu pendant 10 ans au Rwanda. Mais au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui vont au Rwanda vont faire quoi? Pourquoi ils sont traités d'être des complices et des traîtres? Mais aujourd'hui, c'est la ministre qui a ramené la résolution 2773. Donc, vous avez compris. Le point 9 encourage l'utilisation des sanctions économiques ciblées et les restrictions de visa contre les individus et entités responsables de corruption, d'entrave à la paix, de violence ou de violation des droits humains. Ici à Kinshasa, nous ne subissons pas de violences liées aux droits humains. C'est ça que je dis, il est allé se livrer lui-même. Il a livré son groupe, c'est un mauvais chef. Et 10, réaffirme l'engagement des États-Unis à soutenir la paix, la démocratie et le développement économique en RDC et dans la région des Grands Lacs. Ça, c'est la résolution 559 des Américains. Le rapport des experts des Nations Unies. Vous saluez au moins cette résolution? Oui, je salue parce que tu sais qu'il est allé se livrer lui-même. Il va être sanctionné, lui et son entourage. Donc c'est une résolution en défaveur du régime en place. En défaveur. Il pensait que on était les seuls à dire que le régime est corrompu. Alors que le monde entier... Le monde entier sait que le régime est corrompu. Quand il refusait l'octroi, la devant à Katumbi d'obtenir son passeport, quand ils ont refusé jusqu'au jour d'aujourd'hui à Moukébaï d'avoir son passeport, il y a 120 000 Congolais qui n'ont pas leur passeport pendant qu'ils ont tout payé. Ils pensaient que ça ne concernait que nous ici. Très bien. Le monde suit. Le monde sait. Et c'est coulé ici. C'est coulé que nous avons une gestion irresponsable parce qu'on leur demande... Et non transparente. Une gestion transparente et irresponsable. Ça veut dire on vous demande ce que vous n'avez pas. Ce que nous avons en main, c'est une gestion non transparente et irresponsable. Ce n'est pas moi, c'est la résolution. Le rapport dit ceci.
En décembre 2024, le rapport des experts des Nations Unies, en décembre 2024, le gouvernement congolais, avec un accord, un contrat de 5 ans, avait conclu, pardon, le gouvernement congolais, en décembre 2024, le gouvernement congolais de la RDC a conclu un contrat de 5 ans avec Eric Prince. Eric Prince, c'est le boubou Yondela, il y a États-Unis. Oh, moi, je suis un mercenaire. Je suis un gardinage. Parce qu'en réalité, l'agence de mercenariat Blackwater d'Eric Prince est spécialisée dans la gestion des sites stratégiques et de personnalités. Or, ici, nous sommes à la recherche de la paix. Donc, nous sommes face à un conflit de guerre. Mais on nous recrute une agence spécialisée dans la sécurité de personnalités. C'est quoi les liens? Eric Prince, c'est un boubou lyonnais. Il conduit protéger ça. Et grave, je vais vous dire, ces mercenaires auront à chacun peut-être, si c'est le minimum, c'est 15 000 par mois. Pendant ces moments, nos militaires... Les mercenaires arrivés sur place avec 15 millions cette fois-ci. 15 000 dollars. 15 000 par mois. Les salaires de chaque soldat. Pendant ces temps, le gouverneur militaire de l'Itourie nous a dit, nos militaires ne mangent pas à leur faim. Ils ne mangent que 15 jours sur 30. Mais on a l'argent à dépenser à une société de sécurité. Mais quand les autorités disent que le salaire des militaires ont été doublés, ils ont parlé... Il y a eu réajustement. Il y a eu réajustement. Le même régime avec des informations différentes. Écoute, il y a eu réajustement du taux. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous prenez le taux de l'époque, vous convertissez en dollars, les militaires touchaient aux alentours de 150 dollars, 100 dollars pour le moins gradé. Quand vous prenez les 500. Mais quand vous faites les calculs, c'est presque 175 dollars. Et je 500 dollars. Je vous dis, le moins gradé n'a pas 500 000 francs. Je vous promets, après mon retour, je vais vous amener les fiches de paiement de militaires. Alors, des accords, les résolutions, finalement la RDC... Donc, le gouvernement de la RDC a conclu un contrat de 5 ans avec Eric Prince par le biais d'un programme complexe basé aux Émirats Arabes Unis. Prince, donc Eric Prince, a proposé de sécuriser le Nord Kivu. Voilà où l'État est démissionné. Le Sud Kivu et l'Itourie. Grâce à la formation et au déploiement des troupes terrestres, ainsi qu'à l'exploitation de moyens aériens, dont les drones armés, pour financer ces opérations militaires, la création d'une police minière toujours. Chargé de percevoir les recettes des industries extractives de la RDC a été envisagé. Note le rapport des experts. Ça, c'est ça pour le même minerai. Protection de minerai. Pour le même minerai, nous sommes en 2024. La ville de Goma n'était pas encore passée entre les mains du M23 AFC. Moi encore, la ville de Bukavu. Mais depuis que l'accord, le contrat ici a été signé, que le rapport, déjà le gouvernement n'avait pas informé ni l'Assemblée nationale, ni le peuple, ni était le rapport. L'information serait... cachée. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, la ville de Goma, passée entre les mains du M23, la ville de Bukavu, Ituri, c'est une jungle, mais Eric Prince est toujours là. Pourquoi d'ailleurs ils avaient caché ces contrats? Pourquoi ils l'ont gardé secret? Parce que les rapports... J'ai attendu quelqu'un parler, dire que Katumbi a été cité avec Kabila dans les rapports. Oui, ils ont été cités. Mais ils ont été cités pourquoi? Déjà, il faut noter que Katumbi, c'est un homme de paix. Katumbi, c'est un homme de paix. Katumbi a accepté d'aller aux élections par démocratie, par l'esprit démocratique qu'il habite, en sachant que
Le procès était biaisé. Katumbi n'est pas affairiste comme Trump. Katumbi est dans les affaires, mais il ne pille pas le pays pour organiser ça. Aussi pour ses intérêts. Non, non, non. Savez si Katumbi était un détourné. Ils sont au pouvoir, non? Ils allaient sortir des traces. Depuis qu'ils incitent Katumbi, ils ne parlent que de sa nationalité. Ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais touché même à une entreprise de Katumbi parce qu'ils savent que tout ce que Katumbi possède, il l'a obtenu par le sueur de son front. Très bien. Donne-moi 5 minutes. Katumbi est un homme de paix. Je vais vous surprendre encore pour une fois. Et ce sera la dernière fois que je vais dire ça. Katumbi na San City, Papi Etienne Tshisekedi et l'UDPS ont fait le choix des régions de la rébellion, le RCD. Lorsque Tshisekedi s'était retrouvé dans une zone occupée, comme Kabila est aujourd'hui dans une zone occupée, à Kisangani chez moi. Le grand frère qui a élevé Katumbi, qu'on peut présenter comme son père, Raphaël Katembi Katoto, avait fait le choix, il avait levé l'option de suivre le chemin d'Etienne Tshisekedi parce qu'il était allié à Etienne Tshisekedi. Vous savez ce qui s'était passé? Katumbi s'était désolidarisé de son frère pour avoir levé une telle option. Katumbi c'est un homme de paix. Katumbi a refusé d'appeler les Congolais malgré les conditions de l'organisation des élections. Katumbi a vu son élection être volée ici, mais il n'a pas soulevé les Congolais. Ceux qui fréquentent Katumbi le savent. Tu sais que les savent que ce point-là, c'est une négation. Mais que dit ce point, Madame Tani? On dit tout simplement ceci. Katumbi et Kabila ont gardé des contacts, pas avec le M23, ni avec le AFC, mais avec Corneille Nangaa. Mais Kabila était le chef de Nanga ici. Quelle est la différence? Est-ce que les jeunes, les gens de l'Union sacrée de l'UDPS commencent à poser problème? Leur conseil intellectuel. Comment ça encore? On dit garder contact. Ils ont dit, ils ont gardé contact. Garder contact est différent d'adhésion, de porter le même combat, de porter les mêmes aspirations, de porter... Mais pendant une période si fragile, opportun ou nécessaire... Les rapports des experts des Nations Unies, des groupes des experts, peut être publié aujourd'hui, mais c'est un travail de longue durée. Ok? C'est comme les rapports mapping, ça peut prendre... C'est un rapport annuel. Mais on vous dit... Le temps des enquêtes, jusqu'à la publication... Qu'est-ce que au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'évolution? Katumbi ne va pas toucher aux armes toute sa vie. Je vous ai donné l'exemple comment il s'était désolidarisé de son grand frère. Très bien. Alors, on va parler des revendications aussi, on va finir par là. Non, j'ai dit 2 points de l'accord. Je vais aller à l'annexe. Oui, mais on prend les revendications d'abord de Doha sur la gestion du Kivu, enfin le Kivu pendant 8 ans. Avec, sachant que dans l'accord de paix de Washington, l'AFCM 23 n'est pas justement associé dans ces négociations. C'est ça les erreurs que tu sais que les Haïtiens sont en train de commettre chaque jour. On ne va pas sur une table de négociation en position de faiblesse. Nous avons signé cet accord parce que nous sommes faibles. Nous sommes allés en position de faiblesse. Nous avons, là à Doha, on risque encore d'être dipé parce que nous sommes allés encore en position de faiblesse. On compte que sur les États-Unis. Si vous posez la question même à Kaïkwa, les Américains vont suivre ça. Mais ça fait beaucoup de contradictions. La résolution 27. Là, ça dit, c'est tout à fait normal. Qui dit négociation dit concession. C'est tout à fait normal. Il y a aussi les revendications du côté Kinshasa. C'est tout à fait normal qu'il y ait des revendications. Et c'est le rôle de la médiation. De travailler pour élaguer des conditions qui peuvent freiner l'élan de la réconciliation. Donc, nous pensons qu'au finish, ils finiront par s'attendre et se mettre d'accord pour que la paix retourne. Mais la paix ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident, viendra de nous-mêmes. C'est pourquoi et les rapports, et cette résolution, et la résolution 2773, et les rapports des experts parlent d'un dialogue en interne. La résolution 2773 a été foulée aux pieds. Parce
Parce que cette résolution reconnaissait l'activisme de l'armée rwandaise sur le sol congolais. C'est pourquoi quand vous lisez la résolution imposait au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes. Or, faire circuler des troupes étrangères dans un autre État, c'est un acte d'agression. Vrai ou faux? Vrai. Ça, le droit international. Dans l'accord ici, le Rwanda est lavé. Nulle part on reconnaît la présence des troupes rwandaises. L'accord reconnaît tout simplement qu'il y a eu de mesures défensives que Rwanda avait placées dans son pays pour résister face aux attaques, contre les attaques des FDLR. Mais chaque État doit se sécuriser. On ne peut pas demander au Rwanda de lever ses mesures. Parce qu'il n'a pas placé ses mesures selon l'esprit de l'accord chez nous. Il a placé chez lui. Il est en train de sécuriser son pays et son peuple. Comment cela doit faire peur à Tshisekedi? Ça, c'est un. On ne reconnaît pas que le Rwanda nous a agressés. Regarde quelque part dans l'accord, on dit, page 2.1, le parti convient des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion des relations pacifiques. 1. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, désengagement de forces et levée de mesures défensives du Rwanda. En diplomatie militaire, en gestion diplomatique de conflits armés, le désengagement est différent du retrait. C'est pourquoi la résolution 2773 parlait du retrait immédiat. Mais le désengagement, on peut se désengager sans se retirer. On peut se désengager pour créer une zone tampon. On peut se désengager pour observer un cessez-le-feu. Mais on dit dans le point D, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Nous avons déjà agressé le Rwanda. Nous avons déjà violé l'intégrité territoriale du Rwanda, nous. Mais quand vous allez plus loin, on nous dit, page 6, 1. La fait irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR. Le Rwanda ne pouvant pas soutenir le FDLR, donc le Congo a accepté que nous, on soutenait le FDLR. Est-ce que c'est normal? Nous, on a déjà soutenu le FDLR où et quand? Alors que c'est une excuse... Et au groupe armé associé et l'interdiction... Écoute, hein, l'interdiction totale de tout soutien matériel et logistique, financier ou autre. Comment Kaikouaba peut aller vendre le pays? Ça, c'est une trahison. Nous avons déjà soutenu le FDLR. Si on soutenait le FDLR dans les 30 ans de conflit dans le Kivu, le FDLR allait attaquer le Rwanda depuis longtemps. Pourquoi le Rwanda n'est pas attaqué? Comment on peut accepter ça? Écoute, 2. Un engagement à identifier, à évaluer, à localiser et à neutraliser. Ça dit, les FDLR que nous allons neutraliser, que Kaikouaba a accepté, que nous allons neutraliser, maman, sont d'abord à localiser. Donc personne ne sait où ils sont. Personne ne sait localiser ces FDLR géographiquement. Parce qu'ils ont dit un engagement à identifier, à évaluer, à localiser. Mais quand vous allez encore loin, je cite par là, on vous dit, page 13.6, conditions préalables de succès, maîtrise du renseignement. Donc nous allons échanger nos renseignements avec le Rwanda. Mais vous dites que le pays est infiltré par le Rwanda, non? Ces Rwandais qui ont infiltré les services ne vont pas donner des informations cachées. Comment on peut accepter ça? Meilleure coordination entre les différentes forces sur le théâtre des opérations. Mais le dernier point, le sous-point de point 6 là, sensibilisation de la population à se désolidariser des FDLR. Madame Tanemso, vous avez solidaire dans FDLR. Donc, alors c'est le Rwanda qui maintient les FDLR pour justifier sa présence au Congo. Depuis 2020, l'État congolais, les Kabila rwandais, a toujours dit, même dans de grandes tribunes, même devant l'Assemblée générale des Nations Unies, que les Rwandais, les FDLR n'existent pas. C'est un alibi pour Kagame de déstabiliser l'Est du pays. C'est pour la première fois depuis 2020 que le Congo a accepté qu'il y a des FDLR. Mais on dit quelque part, ils sont d'abord à localiser. Entre-temps, le Rwanda maintient ces mesures défensives. C'est conditionné. Si les FDLR ne sont pas neutralisés, le Rwanda ne lève pas.
Mais entre-temps, ils disent que nous, moi, vous et nous, tout Congolais, on était solidaires au FDLR. On va nous sensibiliser pour se désolidariser. Mais écoute maintenant la gravité. Mission, même page .7. Pour la RDC, neutraliser le FDLR. N'a place le FDLR. Il faut d'abord relocaliser. D'abord, il faut relocaliser. Donc cette commission va commencer par localiser. Ouais. Favoriser le rapatriement. Voilà, favoriser le rapatriement des membres de FDLR Rwanda. Pour localiser, pour identifier, pour neutraliser, ça, c'est des millions de dollars que l'État. Parce que quelque part dans l'accord, chaque camp va financer ces opérations qu'il va mener. Très bien. Ok? Oui. Chaque camp va financer les opérations qu'il va mener. Garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Nous avons déjà créé des troubles dans la sous-région des Grands Lacs. Comment on peut nous confier une telle mission? Nous avons déjà agressé quel pays? Nous avons déjà sommé des troubles dans quel pays? Nous, Congo. Depuis 1930, qu'on nous dise. C'est plutôt nous qui sommes toujours victimes. Victimes, convoitées, agressées. Protéger la population et assurer le retour des déplacés dans le milieu d'origine. Je chute par là. Ça, c'est très grave maintenant. Posez la question à Kaikwaba. Il y a combien de réfugiés congolais à l'extérieur? Un travail que la CER fera, c'est ce qu'elle a dit. Mais les Congos devaient avoir les informations sur le nombre de déplacés congolais internes comme externes. Ils liront le rapport. La CER va venir nous appuyer. Mais nous devons... Chaque État est censé contrôler son peuple. Ok? Il y a combien de déplacés? Kagame vous dit, il y a plus de 1 million réfugiés congolais qui vont rapatrier au Congo. 200 000 au Kenya, 500 000 au Rwanda, 300 000 en Ouganda. Donc on va nous ramener des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Risque d'un problème identitaire. L'autre fois, je vous avais dit, les débats ici, face au Rwanda, ça va changer de dimension. Les débats sur les FDLR, ça va montrer ses limites, ces débats. Le Rwanda a mis en place d'autres... Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères Rwanda avait dit, il y a 100 000 réfugiés tout congolais au Rwanda. Quelle est cette guerre? Quelle est cette guerre qui a une seule tribu qui fuit? On a largement dépassé. Que Kaikwaba nous dit, c'est quoi cette guerre où une seule tribu ou communauté qui fuit? Et fuit dans un seul pays. Très donc bien. Vous comprenez que le Kagame est en train de nous embrayer parce qu'il s'est retrouvé. Et d'ailleurs, le Rwanda est plus gagnant que le RDC. D'ailleurs, un dignitaire américain vous avez dit, le minerai congolais vont continuer d'être raffinés au Rwanda. Donc le Rwanda est bénéficiaire 1000 fois. Après, il y aura construction des entreprises ici également. Non, ils ont déjà dit, ils ont déjà dit, ils vont pas déplacer les entreprises parce que ça va prendre du temps et ça va coûter des milliards. Très bien, merci beaucoup. Cette émission est terminée. Nous avons largement dépassé notre timing. Merci pour vos analyses. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe technique. Merci pour la patience. Toutes nos excuses aux téléspectateurs. Et justement, l'équipe d'après nous, on se retrouve avec vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission. Merci beaucoup et restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.